C'est ainsi qu'il ne m'a laissé qu'un pauvre petit millier de livres et qu'il a confié la charge à mon frère, au prix de sa bénédiction, comme tu le disais, de bien m'éduquer. C'est de là que démarre mon infortune. Mon frère Jacques, il entretient à l'université et les rapports sur ses progrès débordent d'enthousiasme. Et moi, on m'entretient rustiquement à la maison, ou pour le dire plus proprement, on me laisse dans un coin de la maison sans entretien. Car appelle-t-on entretien d'un gentilhomme de ma naissance qui ne diffère en rien des soins d'un bœuf à l'étable? Bien sûr, ces chevaux sont mieux éduqués, puisqu'en plus d'être beaux, car bien nourris, on leur apprend le manège, et à cet effet, on embauche des écuyers à prix d'or. Quant à moi, sous la tutelle de mon frère, je ne gagne rien d'autre que ma propre croissance, ce dont ces animaux sur leur tas de fumier lui sont autant redevables que moi. En outre, ce rien qu'il me donne en abondance, et le quelque chose que m'a donné la nature, on dirait que toute son attitude ne vise qu'à m'en priver. Il me fait nourrir avec ses valets de ferme. Il me dénie la place d'un frère et fait tout ce qui est en son pouvoir pour ruiner ma naissance avec son éducation. Voilà, Adam, la cause de mon chagrin, et l'esprit de mon père, qui je crois être en moi, commence à se révolter contre cette servitude. Je ne vais pas la supporter très longtemps, même si je n'ai pas encore trouvé de remède judicieux pour m'en libérer. Voici venir mon maître, ton frère. Alors, monsieur, que fabriquez-vous là? Rien, puisqu'on ne m'a pas appris à fabriquer quoi que ce soit. Que dégradez-vous dans ce cas? Grand Dieu, monsieur, je vous aide à dégrader ce que Dieu a fait. Un pauvre déshérité de frère à vous, par l'oisiveté. Grand Dieu, monsieur, trouvez-vous une meilleure occupation et épargnez-nous votre présence. Faut-il que j'aille garder vos porcs et partager avec eux les épluchures? Quelle part d'enfants prodigues ai-je dilapidé pour devoir être réduit à une telle pénurie? Savez-vous où vous êtes, monsieur? Parfaitement, monsieur, ici, dans votre jardin. Savez-vous devant qui, monsieur? Mieux que celui devant qui je me tiens ne sait face à qui il est. Je sais que vous êtes mon frère aîné, et par la noble condition de notre sang, vous devriez de la même façon savoir qui je suis. J'ai autant mon père en moi que vous, même si, je le confesse, votre arrivée avant la mienne vous a placé bien plus près de ses revenus. Comment m'en veut? Allez, allez, monsieur, vous êtes un peu jeune pour ce domaine. Tu oses me toucher, racaille! Racaille! Je ne suis pas une racaille. Je suis le plus jeune fils du seigneur Roland de Boys. Il était mon père et il est une triple racaille, celui qui prétend qu'un tel père a engendré des racailles. Si tu n'étais pas mon frère, je n'enlèverais pas ma main de ta gorge, alors que l'autre t'ait arraché la langue pour avoir dit ça. Mes gentils maîtres, calmez-vous, en la mémoire de votre père. Lâchez-moi, te dis-je! Comme vous voudrez, je vais m'écouter. Mon père vous a chargé dans son testament de me donner une bonne éducation. Vous m'avez élevé comme un paysan, ouvrant mes yeux et dissimulant toutes les qualités qui font un gentilhomme. L'esprit de mon père se fortifie en moi et je ne tolérerai plus cette situation. Et qu'est-ce que tu feras quand tout aura été dépensé, hein? Mendier? Allez, monsieur, rentrez chez vous. Je ne serai plus longtemps importuné par vous. Vous aurez bientôt quelque chose de vos volontés. Je vous prie de me laisser tranquille. Je ne désire pas vous agresser plus loin qu'il ne m'est contraint pour mon propre bien. Va-t'en avec lui, vieux chien. Vieux chien, parce que c'est ça que je mérite. Et vous avez raison. J'ai perdu mes dents à votre service. Mais que Dieu prenne soin de mon vieux maître. Lui ne m'aurait pas traité de la sorte. Alors c'est comme ça. Tu oses t'en prendre à moi. Je vais soigner ton excès d'insolence. Et pour autant, je ne rendrai rien des 1000 couronnes. Voilà! Dali! Une fois Adam et Orlando sortis, Olivier s'entretient avec Charles, un lutteur qui le renseigne sur la cour à laquelle il a accès. Le duc a été proscrit par son cadet Frédéric. Rosalin, la fille du duc, reste cependant à la cour, car Célia, fille de Frédéric, l'aime plus que tout. La réciprocité ne veut pas s'en séparer. Le duc vivait heureux dans la forêt d'Ardenne, rejoint par toujours plus de seigneurs fidèles chaque jour.
Charles, par ailleurs, doit donner une démonstration de lutte le lendemain. Il ajoute qu'Orlando a prévu de venir le défier et qu'il vaudrait mieux l'en dissuader, car en public, Charles doit se montrer impitoyable. Olivier fait croire qu'il a déjà essayé de dissuader son petit frère et incite Charles à être particulièrement violent avec lui. Olivier avoue qu'il aimerait voir son frère mourir dans le combat, car sans savoir pourquoi, il le veut de toutes ses forces. Ils sont là-bas en train d'arriver. Restons là et regardons. Allez, puisque la jeunesse ne veut pas entendre raison, que son audace soit son propre péril. Est-ce lui l'homme là-bas? Lui-même, madame. Eh bien, ma fille et sa cousine, vous vous êtes faufilés ici pour assister à la lutte. Oui, mon suzerain, je vous en prie de nous en autoriser la jouissance. Vous y prendrez peu de plaisir, je peux vous le garantir. Il y a une telle différence à l'avantage de cet homme, par comparaison à la jeunesse du Challenger. J'ai tenté de l'en dissuader, mais en vain. Parlez-lui, mesdames. Voyons voir si vous parviendrez à l'ébranler. Dites-lui de venir ici, cher monsieur Lebeau. Faites, je m'écarte. Monsieur le Challenger, je vous adresse une convocation de princesse. Je m'y soumets avec tout mon respect et tout mon dévouement. Jeune homme, vous avez défié Charles le Lutteur? Non, belle princesse. Il a lancé un défi général. Je suis simplement venue ici, comme d'autres, pour mettre en épreuve contre lui la force de ma jeunesse. Votre esprit a trop d'audace pour votre âge, et vous avez eu la preuve cruelle de la force de cet homme. Si vous vous étiez mieux vu avec vos propres yeux, ou mieux connu grâce à votre propre jugement, la peur de votre aventure vous aurait orienté vers une entreprise au risque bien mieux réparti. C'est pour votre propre bien que nous vous prions d'embrasser votre propre salut et de bien vouloir renoncer à cette épreuve. Oui, jeune homme, faites ainsi. Votre réputation ne sera pas dépréciée. C'est nous qui allons amener l'affaire auprès du duc pour que le tournoi de lutte ne puisse pas se poursuivre. Ne me punissez pas en étant trop dur dans vos jugements, à la décharge duquel je m'affronterai coupable de refuser quelque chose à une âme si bonne et si belle. Mais que vos beaux yeux et vos souhaits favorables m'accompagnent dans cette épreuve. Allez Stop! Charles, comment te sens-tu? Il ne peut plus parler, monseigneur. Oh. Emmenez-le! Jeune homme, comment t'appelles-tu? Orlando, mon suzerain, le plus jeune fils du Cérolan. Oh, j'aurais préféré que tu me parles d'un autre homme. Le monde tenait ton père en haute estime, mais j'ai toujours trouvé en lui un ennemi. Ton exploit me ferait d'autant plus plaisir si tu descendais d'une autre maison. Mais adieu, tu es un fringant jeune homme. J'aurais préféré que tu me parles d'un autre père. Si j'étais mon père, cousinette, agirais-je ainsi? Je suis plus fière d'être le fils de Cérolan, son plus jeune fils, et je n'échangerai pas ce titre contre celui de fils adoptif et héritier de Frédéric. Mon père aimait si Roland comme son propre fils, et tout le monde était du même sentiment que mon père. Si j'avais su plutôt que ce jeune homme était son fils, je l'aurais inondé de larmes en plus que mes prières, pour éviter qu'il conjure sa vie. Allons le remercier et lui apporter du réconfort. L'attitude grossière et aigrie de mon père me transperce jusqu'au cœur. Monsieur, vous êtes digne des plus grands éloges. Et si vous tenez vos promesses en amour de cette manière-là, vu que vous avez surpassé toute promesse, je peux vous garantir que votre maîtresse sera une femme heureuse. Gentilhomme, portez ceci pour moi, d'une que la fortune n'a pas revêtue, et qui voudrait donner plus mais dont la main n'a pas les moyens.
Va-t-on y aller, cousinette? Bien sûr, adieu vos gentilshommes. Est-ce que je ne suis pas fichue de dire je vous remercie? Le meilleur de moi s'est écrasé par terre, et ce qui se tient debout ici n'est qu'un poteau fleuri, un bloc parfaitement inerte. Quel puissant poids, quelle puissante émotion fait pendre ses poids à ma langue. Je suis incapable de lui parler, alors qu'elle me presse d'échanger. Monsieur, les deux filles, les deux qui ont... Je vous demande une chose. Les deux qui ont assisté au combat, laquelle était la fille du roi? Aucune des deux, sinon je parle d'éducation. Mais pourtant si, la moins grande c'est sa fille. L'autre est la fille du duc Bani. Monsieur, portez-vous bien. Une autre fois, dans un monde meilleur, je désirais vous connaître. Peut-être vous aimer. Je vous remercie. Tenez-vous bien. Alors, cousine? Alors, Rosalinde? Cupidon mon garde, pas un mot? Pas un seul, ajouta un chien. Le quotidien de ce monde est fatigant. Ce ne sont que de petits piquants, cousine. Comment on s'en jette à la tête les jours de fête? Si nous sortons hors des chemins balisés, ils s'accrocheront même à nos jupons. Je pourrais les secouer pour qu'ils me lâchent la jupe. Les piquants dont je te parle, ils sont dans ma gorge. Oh, expector, et fait pour les chasser. Je ferais bien. Mais ils me répondent, moi aussi, je t'aime. Oh là, lutte un peu contre tes émotions. Ils sont au service d'un lutteur bien plus fort que moi. Oh, alors je te souhaite un bon coup de veine. Tu vas tenter de lutter au péril de faire la culbute. Mais sautons ce genre de plaisanterie. Parlons sérieusement. Est-il possible que tu succombes si soudainement à une attirance aussi forte pour le plus jeune fils du dieu Sir Roland? Mon père, le duc, aimait vivement son père. Est-ce qu'il s'ensuit logiquement que tu dois aimer vivement son fils? En me conformant à ce raisonnement, je devrais le haïr, puisque mon père haïssait vivement son père. Or je n'ai pas Orlando. Je te prie, ne le haïs pas, par amour pour moi. Pourquoi ne devrais-je pas? N'a-t-il pas tout fait pour le mériter? Si, justement. Laisse-moi l'aimer, et toi aime-le parce que je l'aime. Tiens, voici ton bonheur, le duc. Les yeux pleins de colère. Mademoiselle, déguerpissez aussi vite que votre sécurité l'exige et débarrassez notre cour de votre présence. Moi, mon nom? Vous, parente, si dans 10 jours on vous retrouve à moins de 20 miles de notre cour, vous serez mis à mort. Je supplie votre grâce de me laisser partir en connaissant ma faute. Car si je me concerte avec moi-même, ou si j'ai quelques acquaintances avec mes désirs, si je ne rêve pas ou si je ne suis pas délirante, et je sais que je ne suis pas délirante, je n'ai jamais offensé votre Altesse. Ainsi font tous les traîtres. Si leur purgation s'accomplissait avec les mots, ils seraient aussi innocents que la grâce elle-même. Qu'il te suffise de savoir que je ne me fie pas à toi. Votre défiance, cependant, me serait faire de moi une traîtresse. Dites-moi sur quoi se fonde cette impression. Tu es la fille de ton père, c'est assez. Je l'étais déjà quand votre Altesse l'a banni. Je l'étais déjà quand votre Altesse a pris son duché. La trahison ne se transmet pas par l'héritage, monseigneur. Et même si nous étions contaminés par celle de nos proches, en quoi suis-je concerné? Mon père n'était pas un traître. Alors je vous prie, ne vous méprenez pas sur moi jusqu'à penser qu'il y a de la traîtrise dans mon dénuement. Mon cher souverain, écoutez-moi. Oui, Célia, nous l'avons gardée pour vous satisfaire. Autrement, elle serait déjà partie vadrouiller avec son père. Je n'ai imploré personne pour qu'elle reste avec moi. C'était votre bon plaisir et vos propres remords. J'étais alors trop immature pour la juger. Mais aujourd'hui, je la connais. Si c'est une traîtresse, eh bien j'en suis une aussi. Nous nous sommes toujours endormis ensemble, levés en même temps. Nous avons mangé, appris, joué ensemble. Et où que nous allions, comme les signes de Junon, c'était toujours l'une avec l'autre, inséparables. Elle est trop subtile pour toi. Et sa gentillesse, son silence même, et sa patience parlent au peuple qui l'a prise en pitié. Tu es une idiote!
tu brilleras davantage et ta vertu aura plus d'éclat lorsqu'elle sera loin d'ici. Alors n'ouvre plus la bouche. La sentence que j'ai prononcée à son égard est fermée et définitive. Elle est bannie. Dans ce cas, étendez ce décret sur moi aussi, mon suzerain. Je ne peux pas vivre en dehors de sa compagnie. Espèce d'idiote. Vous, nièce, allez vous munir du nécessaire. Si vous outrepassez mon délai sur la parole sacrée, sur le pouvoir sacré de ma parole, vous mourrez. Oh ma pauvre Rosalinde, où vas-tu aller? Veux-tu faire un échange de père? Je te donne le mien. Je te conjure de ne pas être plus malheureuse que je ne le suis. J'ai plus de raisons de l'être. Pas plus, cousine. Je te prie de te réjouir. Ne sais-tu pas que le duc m'a banni, moi, sa fille? Il n'en a rien fait. Non, n'en a rien fait. Va-t-on nous séparer? Nous disjoindre, ma douce à moi? Non, que mon père se cherche une autre héritière. Je pars avec toi. Quoi? Où va-t-on aller? À la recherche de mon oncle, dans la forêt d'Ardennes. Hélas, un tel danger pour nous, des filles comme nous sommes, sur un tel chantier. La beauté plus que l'or est prompte à exciter les voleurs. Je me glisserai dans des habits humbles et misérables, et je m'étalerai de la terre sur le visage, pareil pour toi. Ainsi nous irons notre chemin sans éveiller aucun agresseur. Ne faudrait-il pas mieux pour moi, qui suis au-dessus de la taille commune, que je m'habille en tout point comme un homme? Il nous faut en faire un mois sur des dehors maternels, comme on adopte tant de lâches qui jouent les mâles et qui profèrent de virils menaces sous des apparentes actrices. Et comment devrais-je t'appeler alors quand tu seras un homme? Je ne veux pas manquer le petit pal de Jupiter. Tu verras m'appeler Ganymède. Et toi, comment vas-tu t'appeler? Quelque chose qui fasse référence à mon nouveau statut social. Plus Célia, mais Ayena. Le monde entier est un théâtre, et tous les hommes et les femmes sont de simples acteurs. Ils y ont leurs entrées, puis leurs sorties, et chacun, le temps qu'il est en scène, joue de nombreux rôles dans la pièce où cet acte, les âges de la vie. D'abord, le nouveau-né, miaulant et vomissant dans les bras de sa nourrice, puis l'écolier géniard, avec son cartable et sa boue fraîche et luisante du matin, qui, comme un escargot, se traîne à contre-cœur jusqu'à l'école. Et puis l'amoureux, au soupir de fourneau, qui tresse une balade lamentable en hommage aux sourcils de sa maîtresse. Et puis le militaire, la bouche pleine de grossièreté pour initier, à la barbe de loup, pointu sur l'honneur, vif à la bagarre, imprévisible, qui va chercher les bulles de la renommée jusque dans la gueule du canon. Et puis vient le juge, au ventre bien rond, bourré de bons chapons, l'œil sévère et la barbe taillée à la magistrate. C'est ainsi qu'il joue lui aussi un personnage. Le sixième âge change le décor et nous présente un vieillard maigre et libidineux, lunettes sur le nez et bourse bien au chaud. Ses chaussettes de jeune homme, soigneusement conservées, au large d'un bras de mer, flottent sur ses mollets ramollis, et sa voix mâle de baryton, revenue au soprano enfantin, chointe et sifflote en chevrotant. Enfin, la scène ultime, qui clôt cette histoire stupide, mais riche en rebondissements, et le retour à la première enfance, et à l'oubli total et définitif. Plus de dents, plus d'yeux, plus de goût, plus rien.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes en main, je garderai au cœur celle qui s'allumerait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras Ce lieu doit-il être désert parce qu'il est inhabité? Non, chaque arbre sera dissert des mots de ma civilité. Ils diront que la vie de l'homme n'est qu'un très bref pèlerinage, qu'on appuie sur la sainte saison, quel que soit son âge. Ils diront les serments violés entre les âmes des amants, et chaque refrain, à chaque mot de mon refrain, le mot Rosalind est écrit, pour que chacun sache en lisant la quintessence de l'esprit, concentré en un seul corps vivant. Ainsi, nature par le ciel, je chargée d'emplir en un seul être toutes les qualités universelles. Ainsi, Rosalind des deux et les deux temps, Dieu de visage et de cœur, le divin mélange éclatant que le désignement le bonheur. Ainsi, le ciel veut qu'elle soit ma belle, que je vive et meure près. Tu as entendu ces vers? Oui, je les ai entendus. Et avec supplément, car certains d'entre eux contenaient plus de pieds que les vers n'en pouvaient supporter. Aucune importance, les pieds pouvaient bien supporter les vers. Oui, mais les pieds étaient boiteux et restaient là, claudiquant à l'intérieur des vers. Mais n'as-tu pas été totalement stupéfaite que ton nom soit accroché et sculpté sur tous ces arbres? Non, ça faisait déjà un moment que j'avais été stupéfaite avant que tu n'arrives. Car regarde ce que j'ai trouvé là, sur un sol. Je n'avais jamais été autant mise en rime depuis l'époque de Pythagore, quand je n'étais qu'à radire, mais ce dont j'ai quelques peines à me souvenir avec précision. Et c'est-tu qui a produit cela? Un homme, Avec une chaîne autour du cou que tu as naguère portée, change de couleur? s'il te plaît, à qui? Oh, Seigneur, Seigneur. C'est un vrai problème pour les amants que de se rejoindre. Mais il suffit d'un tremblement de terre pour déplacer les montagnes. Et hop, ils se retrouvent. D'accord, mais qui est-ce? Tu plaisantes. Non, je t'en supplie, très urgemment. Dis-moi qui c'est. Oh, merveilleux, merveilleux. Et très merveilleusement merveilleux. Et encore une fois merveilleux. Et après cela, au-delà de tout cri d'extase. Crois-tu, bien que je sois harnaché comme un homme, que j'ai une braguette à la place du cerveau? Chaque seconde de délai supplémentaire est comme un voyage à la découverte des mers du Sud. Je te prie de me dire qui c'est, tout de suite et en parlant très vite. C'est le jeune Orlando qui a fauché les joues du lutteur et ton petit cœur dans le même mouvement. Quoi? Mais c'est le diable qui se moque? Parle les sourcils foncés et comme une vierge sage. Oui, cousinette, c'est lui. Orlando, Orlando, j'ose d'horreur que vais-je faire avec mes choses et ma braguette? Que faisait-il quand tu l'as vu? Que t'a-t-il dit? Quel air il avait? Qu'est-ce qu'il portait? Que fait-il là? Qui m'a demandé? Où couche-t-il? Comment vous êtes-vous quittés? Quand est-ce que tu le revois? Sait-il que je suis dans cette forêt, dans les habits d'un homme? Avait-il l'air aussi frais et tendre plus jour il habitait? il est aussi facile de compter les atomes que de résoudre les questionnements des amoureux. Mais goûte un petit bout de ma découverte de lui. Savoure-le en tant pour les champs avec une application soutenue. Je l'ai trouvé là, tombé sous un chêne, tel un gland. On a bien raison d'appeler les chênes arbre de Jupiter quand il laisse tomber de pareils fruits. Prêtez-moi un peu attention, chère madame. Poursuivez. Il gisait là, étendu de tout son long, tel un chevalier blessé. Bien qu'un tel spectacle devait attiser la compassion, je dois bien avouer que cela devait se fondre dans le sol issu. Mettez-au là à ta langue, je t'en saurai gré. Ces soutiens d'interruption sont inconvenantes. Il était vêtu tel un chasseur. Oh, sinistre présage! Il est venu pour tuer mon père! J'aimerais bien chanter ma chanson sans ta ligne de basse et sortir de la tonalité. Ne sais-tu pas que je suis une femme? Quand je pense, il faut que je parle. Continue, ma bichette.
comme un larbin insolent. Et sous cet habit, je vais jouer avec lui au plus roublard. Hé, l'homme des forêts, vous m'entendez? Très bien. Que me voulez-vous? S'il vous plaît, vous savez ce que dit l'horloge? Vous devriez plutôt me demander quelle est l'heure du jour. Il n'y a pas d'horloge dans la forêt. Alors, il n'y a pas de véritable amant non plus. Sinon, un soupir par minute et un gémissement de l'heure permettraient de repérer le petit traîneur du temps aussi bien qu'une horloge. Et pourquoi pas le pied véloce du temps? Ce n'aurait pas été aussi pertinent? Certainement pas, monsieur. Le temps voyage à des rythmes différents selon les différentes sortes de personnes. Très bien, allez-y, je vous écoute. Avec qui le temps trottine-t-il? Bon sang, il trottine sans pitié avec une jeune pucelle entre le contrat de mariage et le jour de la célébration. Avec qui le temps flâne-t-il? Avec un prêtre qui n'a pas de latin et avec un riche qui n'a pas la goutte. Et avec qui le temps galope-t-il? Avec un voleur qui sera la présence. Où habitez-vous, jeune garçon? Avec cette bergère, ma sœur, à la fronde de la forêt, comme sur la bordure d'un jupon. Vous êtes né ici? Comme la lapine que vous voyez avec dans votre bien chaud qui la connaît. Votre accent a une tonalité plus élégante que celle que l'on peut acquérir dans une demeure si isolée. On me l'a souvent dit. En fait, il se trouve qu'un vieil oncle à moi, un religieux qui m'a appris à parler, avait été dans sa jeunesse un homme de la ville, un de ceux qui connaissait trop bien la littérature, puisque c'était à la cour qu'il est tombé dans l'amour. Je l'ai entendu lire un grand nombre de sermons contre cet état, et je remercie Dieu de n'être pas une femme pour être sujette à tous ces vices frivoles dont il accusait généralement leur sexe tout entier. Pouvez-vous rappeler l'un des mots principaux qu'il a appliqués aux femmes? Non, je ne gaspillerai pas ma médecine pour les bien portants, mais seulement pour les malades. Il y a un homme qui entre cette forêt et qui viole nos jeunes plantes en gravant Rosalinde sur leur écorce, qui pend des œufs, des aubépines et des élégies au buisson mûr. Tout cela, en réalité, avilissant le nom de Rosalinde. Si je pouvais rencontrer ce fourbisseur de fantasmes, je lui appliquerais une bonne ordonnance. C'est moi, celui qui est si fébrilement secoué par l'amour. Je te prie de m'indiquer ton remède. Il y a sur vous aucun des symptômes de mon oncle. Il m'a appris comment reconnaître un homme sous l'emprise de l'amour, et dans cette cage en bambou, je suis certain qu'il n'est pas prisonnier. Mais quels étaient ces symptômes? La joue creuse, ce n'est pas le cas. L'œil cerné de bleu dans une orbite encaissée, ce n'est pas le cas. Un comportement taciturne, ce n'est pas le cas. Une barbe négligée, ce n'est pas le cas, mais là je vous excuse car tout bonnement ce que vous possédez en termes de barbe est le revenu d'un frère cadet. Et puis votre pantalon devrait avoir perdu sa ceinture, votre chapeau sans ruban, vos manches devraient être déboutonnées, vos chaussures délacées, et tout ce que vous portez devrait manifester un état d'abandon et de totale isolation. Mais vous n'avez rien à voir avec ce portrait. Beau jeune homme, j'aimerais te faire croire que je suis amoureux. Le croire, moi. Mais en toute sincérité, êtes-vous celui qui pend des vers sur les arbres où Rosalinde est l'objet d'un culte? Je le jure sur la blanche main de Rosalinde. Je suis celui-là, cet infortuné-là lui-même. Mais êtes-vous autant amoureux que vos rimes le disent? Ni rime, ni raison ne peuvent exprimer à quel point. L'amour est entièrement folie, et je vous le dis, mérite l'enfermement, le fouet et la camisole tout autant que les aliénés. Pour autant, je prétends les guérir en consultation privée. Vous avez déjà guéri beaucoup ainsi? Oui, et de cette manière-là. Il devait m'imaginer moi comme étant son amour, sa maîtresse. Et j'exigeais qu'il vienne chaque jour tenter de me séduire. Alors dites, moi, qui n'étais alors qu'un adolescent instable, je me mettais à me plaindre, me montrant efféminé, lunatique, lascive et caressant. Hautain, fantasque, délirant, superficiel, capricieux, tout en larmes puis tout sourire, passionné au moindre rien, et n'ayant en fait de réelle passion pour rien, car les filles et les garçons sont pour leur plus grande part du détail de cette race-là. Un jour je l'aimais, un autre je le détestais. Une fois je lui faisais délicieusement la conversation, une autre fois je l'éjectais. D'abord je pleurais sur lui, et puis je lui crachais dessus. C'est ainsi que je l'ai guéri, et je me fais fort, avec cette méthode, de vous laver le foie, pour le rendre aussi propre qu'un cœur de mouton bien saigné, qui n'est taché d'aucune salissure de la main. Petit, je ne voudrais pas être guéri. Je voudrais vous guérir si seulement vous vouliez m'appeler Rosalinde et venir chaque jour à ma dépendance pour me faire la cour.
Eh bien, sur la vérité de mon amour, je le ferai. Dites-moi où c'est. Venez avec moi, et je vous montrerai. Et en chemin, vous me direz où vous vivez dans la forêt. On y va? De tout mon cœur, beau jeune homme. Non, désormais, vous m'appelez Rosalinde. Alors, ma sœur, on y va? Mais laissez-moi le pleurer. Oh, mais je t'en prie. Cependant, aie au moins la décence de considérer que les larmes ne conviennent pas à un homme. Mais n'ai-je pas de bonnes raisons pour cela? Oui, d'aussi bonnes raisons qu'on peut le souhaiter. Et donc, pleure. Même ses cheveux sont d'une couleur hypocrite. Légèrement plus bruns que ceux de Judas. Mais alors, ces baisers, eux, ce sont bien la progéniture de Judas. Oh, c'est vrai que ses cheveux sont d'une bonne couleur. Une couleur excellente, le châtain a toujours été l'unique couleur. Ses baisers sont aussi sains que le toucher du pain béni. Il a racheté une paire des châtelaines de Diane. Une âme de la communauté des saints de glace n'embrasse pas plus religieusement. Le gifle même de la chasteté est posé sur ses lèvres. Ouh, mais pourquoi a-t-il dit qu'il viendrait et qu'il ne vient pas? Tout à fait, il est la fausseté même. Quoi? Tu le penses vraiment? Oui, je pense qu'il n'est pas un pickpocket ou un voleur de chevaux, mais pour ce qui est de la vérité de son amour, je crois qu'il est aussi creux qu'un berbier ou qu'une voleur de rose. Pas sincère en amour. Si, quand il est amoureux, mais il ne l'est pas. Voilà ce que je pense. Mais tu l'as entendu dire toi-même qu'il l'était. Était, ce n'est pas est. Et par ailleurs, le serment d'un amoureux n'a pas plus de poids que la parole d'un aubergiste. Ce sont tous les deux d'inébranlables souteneurs de contes falsifiés. Il est ici dans la forêt et s'est joint à la suite de ton père le duc. J'ai vu le duc hier. Nous avons eu une grande conversation. Il m'a demandé de quelle famille j'étais issu. Je lui ai dit qu'elle était aussi bonne que la sienne. Il a ri et m'a laissé partir. Et qu'avons-nous à parler de père quand il existe un homme comme Orlando? Que voilà un homme formidable. Il écrit des vers formidables, dit des mots formidables, fait de formidables serments et les viole formidablement, tout de travers, et en pourfendant le cœur de sa maîtresse. Comme un chevalier novice au tournoi qui n'ébranle son cheval que d'un côté pour qu'il court en pied, et qui finit par formidablement casser sa lance, comme une loi très aristocratique. Et après, tout est formidable quand la jeunesse monte à cheval et que la foule tient les rênes. Qui vient par ici? Partons. Conduis-moi à la scène. Je vais y jouer un rôle. Le bonsoir et la joie, bien aimé Rosalinde. Eh bien, à nous, Orlando, où avez-vous été pendant tout ce temps? Un amoureux, vous? Faites-moi encore un coup comme celui-là, et vous ne paraîtrez plus jamais devant moi. Tu te rappelles Rosalinde, je n'ai qu'une heure de retard par rapport à ma promesse. Un retard d'une heure dans une promesse d'amour. Celui qui serait en retard d'une heure et qui diviserait une minute en 1000 et qui serait en retard de la millième partie de la millième minute, on pourrait dire de lui que Cupidon lui a donné une grande claque dans le dos. Et je vous certifie qu'il n'a pas au cœur la moindre écorchure. Pardonnez-moi Rosalinde, chérie. Non, puisque vous êtes si lambin, j'aimerais mieux me faire courtiser par un escargot. Par un escargot? Oui, par un escargot, car même s'il vient lentement, il porte sa maison sur le dos. Le meilleur usufruit, me semble-t-il, qu'on puisse laisser à une veuve. C'est-à-dire? C'est comme, voyons, dont les hommes de votre espèce sont obligés de se voir gratifiés par leurs épouses. Mais lui, au moins, porte avec lui sa destinée et désamorce ainsi la disgrâce de sa femme. Oh, mais la vertu n'est pas en fabriquant du corps. Et ma Rosalinde est vertueuse. Et je suis votre Rosalinde. Il aime vous appeler ainsi, mais je connais une Rosalinde d'une bien meilleure apparence que vous. Allez-y, courtisez-moi, car tout à coup,
me sens l'âme en fête et assez prête à consentir. Que me diriez-vous, là, maintenant, si j'étais votre vraie de vraie Rosalinde? Je l'embrasserai avant de parler. Non, vous feriez mieux de parler d'abord. Et quand vous serez à marée basse par manque de matière, vous pourrez en profiter pour prendre un baiser. Les très bons orateurs, eux, quand ils perdent leurs moyens, ils crachent. Pour les amoureux, quand ils ont épuisé, Dieu nous en préserve, toute leur sève, la tactique la plus convenable consiste à embrasser. Et si le baiser est refusé? C'est qu'elle vous met en demeure de supplier et le défi est lancé. Mais qui pourrait se trouver court devant sa maîtresse bien-aimée? Voilà, vous-même, j'espère, si j'étais votre maîtresse. Oh, mais je prends plaisir à dire que tu l'aimes. Eh bien, en sa personne, je dis que je ne veux pas de vous. Alors, en ma propre personne, je meurs! Oh, voyez-moi ça, mais non. Mourrez par procuration. Ce pauvre monde est presque vieux de 6000 ans. Et durant tout ce temps, il ne s'est pas trouvé un homme, j'entends, qui est mort par lui-même pour une histoire. Ah, mais je ne souhaiterais pas que ma Rosalinde voie les choses ainsi. Et je proclamerais même qu'un seul froncement de sourcil suffirait à me tuer. Par cette main, ça ne tuerait pas une mouche. Mais allez, je veux être votre Rosalinde prise dans une disposition plus accueillante. Alors aime-moi, Rosalinde. Oui, je t'aimerai les vendredis, les samedis et tous les autres jours. Et tu veux de moi? Oui, et de 20 autres pareils. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi? Ah, je l'espère. Eh bien alors, ne peut-on pas désirer trop d'une bonne chose? Viens, ma sœur, tu seras le prêtre qui va nous marier. Oh, donnez-moi votre main, Orlando. Tu disais quelque chose, sœurette? Je t'en prie, marie-nous. Je suis incapable de dire les formules. Tu dois commencer par Orlando, voulez-vous? Ça va. Orlando, voulez-vous prendre pour épouse Rosalinde, ici présente? Oui, je le veux. Oui, mais quand? Et maintenant, dès qu'elle peut nous marier. Alors vous devez dire, Rosalinde, je te prends pour épouse. Rosalinde, je te prends pour épouse. Je ne peux vous en demander l'autorisation. Mais je te prends Orlando pour mari. C'est une fille qui devance le prêtre. Et tout le monde sait que les pensées d'une femme sont en avance sur ses actes. Comme toutes pensées, elles ont des ailes. Maintenant, dites-moi combien de temps vous la garderez une fois que vous l'aurez possédée. Pour une éternité, plus un jour. Dites un jour et supprimez l'éternité. Mais est-ce que ma Rosalinde fera la même chose? Sur ma vie, elle fera tout comme je fais. Oh, mais c'est une femme de tête. Bien sûr, autrement, elle n'aurait pas l'esprit d'un Jurassique. Je dois vous quitter. Rosalinde, pour les 2 prochaines heures. Hélas, mon amour chéri, je ne peux pas tenir 2 heures sans toi. Et là, je dois aller au dîner du duc. À 2 heures, je serai de nouveau à toi. C'est ça, va ton chemin. Je savais que tu te révélerais tel que tu es. Mes amis me l'avaient assez dit et je n'en pensais pas moi. Ce n'est qu'une abandonnée de plus, n'est-ce pas? Alors viens, mort, viens. Vous avez bien dit 2 heures, c'est ça? Oui, ma douce Rosalinde. Ce n'est pas la coutume de voir une femme prendre en charge de l'épilogue. Et ce n'est pas plus inconvenant que de voir monsieur faire le prologue. S'il est vrai qu'un bon vin n'a pas besoin d'une bonne étiquette, alors il est tout aussi vrai qu'une bonne pièce de théâtre n'a pas besoin d'un bon épilogue. Oh, mais il n'empêche que le bon vin aussi a de bonnes étiquettes et que les bonnes pièces de théâtre paraissent d'autant meilleures grâce à de bons épilogues. Et donc, dans quelle situation me suis-je donc fourrée, moi, qui suis incapable de faire un bon épilogue, qui ne peut pas espérer gagner vos faveurs grâce à une bonne pièce? Je ne suis pas costumée en mendiant. Par conséquent, je ne vais pas commencer à mendier. La seule voie qui me reste donc consiste à vous conjurer. Et je commencerai avec les femmes. Oh, mesdames, je vous conjure donc pour l'amour que vous portez aux hommes d'aimer cette pièce autant qu'il vous plaira. Et je vous conjure donc, ô messieurs, pour l'amour que vous portez aux femmes,
Je perçois par vos petits sourires qu'il y en a peu qui les détestent. Que vous vous arrangiez avec les femmes pour que la pièce ait du succès. Si j'étais une femme, je crois, j'en embrasserais autant parmi vous qu'il y a de beaux barbus, de visages qui m'ont séduite et d'haleine qui ne m'écœurerait pas. Mais je suis sûre que tout ce qu'il y a parmi vous, de beaux barbus, de jolis garçons et de suaves haleines, voudront bien, quand je dirai ma révérence, me dire au revoir.